Donc atelier technique d'Excelcar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément en détail Excelcar, je ne vais pas m'étendre. On est ici exactement dans l'esprit un peu Fab Lab industriel qu'on veut initier avec les PME, les académiques, les centres techniques et les grands groupes comme PSA, proximité duquel on est. Donc atelier technique aujourd'hui qui justement est à la fois animé par un centre technique et une PME autour de toutes les nouvelles technologies de l'aluminium pour l'allègement, pour nouvelles fonctions, toute la thématique allègement qu'on a dans Excelcar. Je vous laisse vous présenter et puis démarrer. Oui, d'accord. Je vous présenter d'abord. Oui, donc Patrick Herry, donc je suis pilote ingénierie au CTF, dans le département innovation. Et en introduction, je vais vous présenter une cartographie des technologies de fonderie aluminium, technologies traditionnelles et technologies plus en rupture, innovantes. Donc moi je suis Gilles Camaret, j'ai plus une mission export à la base, mais je suis aussi en charge du développement du remoulage. Et donc je suis dans les sociétés AMGP et C-Plast, on fera une présentation tout à l'heure. Je suis responsable du bureau d'études et du développement au sein de ces sociétés. Voilà, donc on va vous présenter aujourd'hui nos travaux qui ont duré 3 années complètes sur l'apprentissage et essayer d'intégrer la technologie de remoulage sur les pièces aluminium. Très bien. Je propose de commencer avec la technologie de fonderie. D'accord. Donc je vais vous présenter ma présentation en 3 points. Ça va démarrer. Toujours un petit souci technique pour mettre un peu de stress sur le présentateur. Non. Dommage. Voilà, donc présentation en 4 points en fait, il n'y en a pas 3. Je vais vous présenter rapidement le CTIF, qui sommes-nous. Après, je vais passer en revue plutôt assez rapidement les technologies de fonderie traditionnelles, en moulage aluminium avec une optique automobile. Et puis là, de manière plus développée, je détaillerai, pas en exhaustivité, parce qu'il y en a beaucoup, mais les technologies majeures de moulage en fonderie traditionnelle, fonderie innovante. Je mélange. Et puis en fin de présentation, je ferai un comparatif de ces technos sur le point technique et sur le plan économique également. Voilà, donc je vais présenter le CTIF. Donc c'est un centre technique industriel avec plusieurs métiers, la fonderie, et plus globalement les produits et les matériaux métalliques, et la fonderie et la fabrication additive depuis 3 ans. Donc on est 110 personnes sur 2 sites en région parisienne et un site en région lyonnaise, et puis des ingénieurs d'affaires dans les différentes régions, en particulier Alain Jupin qui est à Rennes. Donc on a 2 gros types d'activités, des projets de R&D collaboratifs, type FUI, ANR ou projet européen, et puis des prestations de services pour les fondeurs, mais également pour les donneurs d'ordre. C'est à peu près 60% donneurs d'ordre, 40% fondeurs. Dans le domaine du métallique, ça va être de la formation, des expertises et contrôles de pièces dans nos laboratoires, unitaires, mais en série également, de la R&D privée, de l'assistance technique sur site pour résoudre des problèmes de non-qualité ou non-productivité, du co-design de pièces avec souvent du calcul de simulation numérique, et puis diverses assistances sur mesure. Je vous ai mis ensuite 4 exemples de technologies développées par le CTF. C'est évidemment pas exhaustif. Première techno, qui s'appelle numéro 1, c'est des mousses métalliques parois de fonderie qu'on a développées depuis une dizaine d'années. Donc ont 2 applications majeures, l'échange thermique et puis l'absorption d'énergie.
Donc on a terminé en fin 2015 un gros projet ANR dont on était leader avec des partenaires industriels et académiques qui nous a permis d'avoir une base et des modèles théoriques autour de la techno. Donc on fait beaucoup de protos pour différents industriels dans le domaine de la défense, l'aéro, l'automobile ou autre. Deuxième exemple, la fabrication additive. Donc on a développé dans un domaine application sidérurgique une pince de forge qui prend les lopins. Donc une pince très sollicitée thermiquement, qui a une durée de vie assez faible. Donc en Inconel 718, donc il y a toute la phase de conception, de caractérisation, micrographie. Là on voit par exemple une couche en surface beaucoup plus fine et des microstructures très particulières par rapport aux microstructures de fonderie. La première pince a une durée de vie quasiment doublée et là on a reconçu une génération numéro 2 pour aller plus loin. Troisième exemple, c'est l'allègement des structures avec comme spécificité une approche topologique avec le code OptiStruct et puis on tient compte aussi des imperfections de fonderie en gros pour mieux dimensionner le casting factor et faire du juste nécessaire au niveau des épaisseurs de pièces de fonderie. Dernier exemple de techno innovante, donc développé par le CTIF, c'est faire des pièces en fonderie sous pression avec des noyaux destructibles pour s'approcher d'une géométrie creuse, un peu comme on peut le faire en moulage coquille. Donc un des points forts de moulage coquille, donc avec une structure en sable et un exosquelette externe pour résister aux vitesses et aux pressions d'injection du métal liquide. Donc voilà 4 exemples de développement CTF. Maintenant je vais rentrer dans le cœur du sujet, donc les technos de fonderie traditionnelles. En commençant par la première techno, qui est sans doute la plus développée pour le moulage en aluminium. Donc environ 60% des pièces au niveau mondial en aluminium de fonderie sont faites en fonderie sous pression. Le marché, c'est principalement l'automobile, à 90%. Il y a évidemment d'autres marchés. Donc le principe, on a un moule métallique qui ressemble un peu à un moule plastique. On injecte l'aluminium à grande vitesse. Et puis pendant toute la solidification, on applique des très fortes pressions, autour de 900 bars ou 1000 bars, pour compenser les défauts. Donc les gros avantages, c'est qu'on fait du near chip, donc assez peu d'usinage ensuite. On a une très forte productivité. C'est un process qui est très très robotisé. Les premiers robots apparus dans les années 60 aux États-Unis étaient dédiés à la soudure et à la fonderie sous pression. Donc un historique, une culture de la robotisation en sous pression. Et évidemment des coûts de production réduits. Donc c'est le process fonderie le moins cher, donc bien adapté évidemment à la grande série automobile. Il a évidemment des limitations, dans le sens où il y a des porosités internes qui ne sont pas forcément gênantes pour les applications automobiles conventionnelles. On fait des millions de blocs moteurs avec des micro-porosités, mais qui empêchent de faire du traitement thermique, qui limitent les pièces à des faibles caractéristiques en termes d'allongement, de RP02, et qui empêchent aussi de faire la soudure de pièces. J'ai mis un petit schéma de machine, de moule, très simplifié, et de pièces, de carters. On fait beaucoup de carters d'embrayage, tout un tas de pièces, plutôt avec des fonctionnalités de contenant. Donc, le process le plus utilisé, et puis ensuite on passe à l'autre process de fonderie, qui est le moulage en coquille, où là on a un moule toujours métallique, et on va verser du métal liquide qui va s'écouler par la gravité dans le moule. Le fait qu'il s'écoule par la gravité, on a beaucoup plus de temps pour évacuer l'air du moule. Donc, ce qui fait qu'on a un niveau de santé interne meilleur qu'en fonderie sous pression. Ce qui amène plusieurs avantages, une qualité pièce, donc des caractéristiques mécaniques, le fait de pouvoir faire du traitement thermique, T5, T6, de doper encore les performances mécaniques des pièces. Et puis enfin de faire des zones internes creuses, puisqu'on met des noyaux en sable qui sont détruits après, qui sont débourrés lors d'opérations post-fonderie, mais qui permettent d'avoir des géométries internes très compliquées. Limitation, par contre, on a une moins bonne précision dimensionnelle parce qu'on n'a pas l'effet de la pression qui va plaquer
le métal contre le moule. On a un enduit sur le moule qui protège de l'agressivité, qui fait qu'une dispersion de cote plus importante. On a des temps de cycle aussi qui sont sensiblement plus longs qu'en moulage sous pression, donc une productivité qui est évidemment moins bonne qu'en fonderie sous pression. Donc on fait des pièces plutôt plus sollicitées qu'en fonderie sous pression, de la pièce mécanique on va dire. Quelques exemples ici. Donc deuxième procédé, on va dire 40% de la production mondiale en aluminium fonderie est faite en moulage cookie contre 60% en sous pression. J'ai rappelé aussi qu'il y a d'autres process de fonderie, donc next slide please. Le moulage en sable, plutôt réservé à de la grande pièce type aéro, du moulage en cire perdue, de la pièce de précision avec des hautes caractéristiques mécaniques, donc pas tellement en aluminium, dans d'autres métallurgies, acier, titane. Et puis du moulage basse pression aussi, qui est un procédé très spécifique où le métal vient par en dessous du moule et remplit entre guillemets calmement l'empreinte. On fait presque exclusivement que des jantes aluminium en basse pression et quelques culasses également. Un procédé beaucoup moins répandu que la sous-pression et que le moulage en coquille. Alors, je les ai appelés procédés traditionnels, ça ne veut pas dire qu'ils n'évoluent pas. Ils sont sans doute moins en rupture que la deuxième partie des procédés qu'on veut voir. Mais dans ces procédés-là, il y a du sous-vide qui arrive, en tout cas en sous-pression, il y a le sous-vide qui arrive. Il y a du potayage sec, sans eau, qui arrive aussi. Il y a des alliages ductiles, donc à haut allongement, qui commencent à apparaître sur le marché. Donc il y a quand même des évolutions, mais ils sont moins en rupture que les nouveaux process dont je vais parler par la suite. Donc là, je passe à la deuxième partie de ma présentation, donc les procédés de fonderie innovants. J'en ai sélectionné 3. Le squeeze casting, direct et indirect, le Cova Press et la Tixo casting et la Reo casting, pour faire l'introduction à ce que M. Aubry va présenter par la suite. Donc le squeeze casting indirect, il a comme particularité de nécessiter des machines quand même très particulières, dites verticales horizontales. Donc c'est un constructeur japonais, donc le process est beaucoup répandu en Asie, en particulier au Japon. Donc on injecte le métal par en dessous, donc la machine de base ressemble à une machine à couler sous pression classique, sauf qu'il y a un système d'injection par en dessous qui nécessite quand même de faire de l'ingénierie. Il faut une fosse où il y a tout le système. Et puis donc on est vertical, donc on remplit un conteneur dans une première étape. On ferme le moule, on accoste le conteneur à côté du moule et on injecte. Quand je dis on injecte à basse vitesse, donc il y a des très faibles vitesses d'injection. Donc on se rapproche du moulage basse pression dans le sens où les vitesses sont faibles, l'air est bien dégagé vers le haut de la pièce, donc il ne reste pas inclus dans la pièce, ce qui est aussi un bénéfice. Par contre, pour faire ça, il faut de la pièce épaisse, au-delà de 10 mm, 10-15 mm. Il faut des attaques qui sont relativement épaisses, souvent le métal va figer aux attaques, donc ça veut dire qu'après une opération de siège des attaques. Donc ça veut dire qu'il est moins, par rapport à de la fonderie sous pression, on a une gamme de pièces fabricables très importante. Là il est réservé plutôt à de la pièce épaisse. Il nécessite aussi de la machine un peu particulière, même si on peut faire du squeeze casting indirect sur des machines horizontales, moi j'en ai fait, c'est un tout petit peu moins adapté. Par contre l'intérêt c'est qu'on peut reconvertir une machine classique en une machine en squeeze casting. En gros, on remodifie le moule, on a des épaisseurs d'attaque plus importantes et on adapte un peu la thermique du moule pour avoir une solidification dirigée. Avantage évidemment, c'est qu'on a des grosses caractéristiques mécaniques, on fait du traitement thermique, on peut souder les pièces. Limitation, je l'ai dit, on est plutôt sur des pièces massives. Donc, en France, typiquement, il y a assez peu de fondeurs qui sont équipés. Le fondeur qui en fait assez couramment, c'est Eurocast à Rérieux, près de Lyon. Comme par hasard, son client, c'est un japonais, parce qu'en gros, la production a été faite en squeeze casting indirect au Japon, donc il veut s'approvisionner en France, donc il demande d'avoir la même technologie. Donc techno en concurrence avec le moulage gravité, parce qu'on est un peu sur les mêmes types de caractéristiques, traitement thermique, les pièces un petit peu plus massives.
Ensuite, deuxième type de techno, c'est toujours du squeeze casting, dans le sens où le mot squeezer veut dire écrabouiller. On écrabouille le métal, si je peux me permettre. Là, par contre, il est direct dans le sens où on ne pousse pas sur la pièce par l'intermédiaire d'un piston. Donc là, on a un moule avec deux demi-parties, un poinçon supérieur qui va descendre, un poinçon inférieur dans lequel on va verser l'aluminium liquide. On descend le poinçon supérieur et c'est le poinçon supérieur qui va faire remonter le métal liquide dans les forges. L'intérêt, c'est qu'on n'a plus de système d'alimentation, donc il n'y a plus de masselotte à éliminer, il n'y a plus de système d'alimentation à acier. On applique une pression très importante, on est en général au-delà des 1500 bars, comme en squeeze casting indirect d'ailleurs, on applique des très très fortes pressions sur le métal. Et puis la pression, on l'applique partout. Alors qu'en squeeze casting indirect, la pression, on l'applique par les attaques de coulée. Donc les zones proches de l'attaque de coulée sont très bien alimentées, sont très bien squeezées. Les zones qui sont à l'opposé des attaques de coulée, on peut avoir des petits soucis quand même d'alimentation. Là, ce n'est pas le cas puisque le poinçon est au plus proche de toutes les zones de pièces alimentées. Puis ensuite, on a un système d'éjection, on va représenté comme ça, c'est des éjecteurs classiques, ou carrément toute une zone qui éjecte la pièce. Il y a quelque chose à dire, un peu rapide. Excusez-moi. Avantage, pas de système d'alimentation, des très bonnes propriétés mécaniques, traitement thermique, caractéristiques, très peu d'air dans les pièces. Par contre, au niveau de liberté de forme, on est quand même limité. Évidemment, s'il y a un petit appendice qui est par là, il n'est pas démoulable. Si on a des formes fines, on ne va pas pouvoir les obtenir. Donc, on n'est pas dans le near net shape, on est quand même là encore plutôt sur la pièce un petit peu massive. Et puis avec ce type de techno, on ne peut pas faire de multi-empreinte, ou c'est très compliqué. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On fait du mono-empreinte, donc forcément au niveau productivité, on va être pénalisé. Donc techno pas tellement répandue, elle est un peu particulière, les machines sont spéciales, il n'y a pas trop de constructeurs de machines, ce qui fait que la techno est plus difficile à approvisionner pour des clients qui voudraient faire du squeeze casting direct. Il y a une expérience en France qui a duré plusieurs années chez Texid, c'est le slide suivant. Alors ils avaient baptisé ça forgeage liquide, c'est du squeeze, c'était leur nom Texid, c'était l'ancien site de Renault qui avait été filialisé avant d'être pris par le groupe Renault. Donc voilà le type de pièce, un support moteur, donc pièce relativement massive, ça va faire 15 mm. Par contre, sur une presse de 480 tonnes, par contre, il y avait des caractéristiques mécaniques relativement importantes. Donc le procédé les pièces ont été en fabrication. Il y a eu plusieurs références de pièces qui ont été en fabrication pendant une petite dizaine d'années, donc ça a tourné assez régulièrement. On sait qu'il y a des applications qui tournent également en Chine ou en Asie en squeeze casting. Donc voilà, c'était le deuxième procédé de squeeze casting. On passe au Cova Press, qui est un procédé mixte, fonderie et forge. L'intérêt de la forge, évidemment, c'est les caractéristiques mécaniques qui sont supérieures à la fonderie. Et là, on combine un peu les avantages des deux. Donc procédé développé par Saint-Jean Industries, qui est utilisé mondialement. Donc ils ont licencié des fondeurs au niveau mondial et ils ont une implantation maintenant qui commence à être mondiale, Saint-Jean, avec ce process-là. Donc le principe, c'est on coule dans un premier temps une préforme en moulage coquille basculé. Alors, le basculement permet d'optimiser sensiblement la qualité des pièces. On a moins de turbulences au remplissage, on optimise également. Ensuite, on démoule, on coupe le système d'alimentation, les masselottes. On stocke les pièces si besoin. Ensuite, on réchauffe les pièces, donc deuxième étape, avant de leur donner un coup de forge qui va permettre de leur donner leur forme finale. Donc, on a une déformation de plusieurs millimètres de la préforme. Et surtout, on a un fibrage de la pièce, comme en forge. Et on peut, si nécessaire, écraser des micro-défauts qui sont en surface. Donc, ça veut dire qu'on optimise la qualité des pièces. Et on est assez proche des caractéristiques qu'on peut avoir en forge, avec une liberté sensiblement supérieure aux pièces forgées, puisqu'on part d'un lopin qui est solide,
alors que là on part de liquide pour avoir une préforme de fonderie. Donc des caractéristiques en particulier en fatigue qui sont haut de gamme, des écart-types réduits aussi, le coup de ferge permet d'homogénéiser la microstructure, d'écraser les défauts, donc on est plutôt meilleur qu'avec des procédés moulage coquille traditionnels. Application 100% automobile à l'heure actuelle, avec beaucoup de pièces de type liaison au sol. Pour PSA, mais aussi pour tout un tas d'autres constructeurs automobiles. Donc procédé français, a priori, il n'y a pas trop d'équivalents dans le monde. Il y a eu un gros travail évidemment de mise au point par Sage Industries pour arriver à optimiser les performances, à résoudre les verrous techniques et l'utiliser sur pas mal de sites au niveau mondial. Slide suivant. Donc exemple de pièce, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle très récent, la Peugeot 406. Par contre, ben voilà la pièce, hein, avec une longueur conséquente et des caractéristiques mécaniques importantes, parce que c'est des pièces fortement sollicitées. Voilà, j'en arrive à la Tixo coulée, avec une particularité qu'on est par rapport à la fonderie classique, on part du stade liquide. La forge, on est au stade solide. Là, on est au stade pâteux ou semi-solide. On est dans l'intervalle de solidification solide, liquide. Et ça a plusieurs avantages. On va gagner en temps de cycle, parce que forcément, il y a moins de chaleur à évacuer. Donc la solidification va être plus rapide, parce que dans l'intervalle, quand on parle de l'état liquide, il y a une chaleur latente de solidification à évacuer, qui est importante. Et là, on a déjà la moitié de la chaleur latente qu'on n'a pas évacuée. Ensuite, l'alliage étant pâteux, le remplissage est différent. En sous-pression traditionnelle, par exemple, on a un remplissage plutôt turbulent, donc des risques d'emprisonnement d'air. Là, on a quelque chose qui va se comporter en quelque sorte comme du plastique, donc un front de métal à peu près homogène, on chasse l'air vers le haut du moule, donc moins de risque de porosité dans les pièces. Et les défauts de type rotassure liés à la solidification vont être également réduits parce qu'on est justement à l'intervalle liquide-solide. On a une structure particulière aussi en fonderie, on a une structure dendritique, et on a une structure globulaire qui est provoquée par un brassage mécanique ou électromagnétique de l'alliage, qui dans un premier temps, donc historiquement, ça a démarré par la Tixo coulée. En gros, le fondeur achetait des billettes qui étaient déjà dans l'état tixotrope, qui avaient déjà cette structure-là aux fournisseurs, Alcan, Péchinet ou d'autres. Il coupait la billette à la grappe, à la dimension de sa grappe paralysée. Les billettes étaient réchauffées par induction sur un carrousel. Le robot prenait la grappe à l'état semi-solide, la mettait dans le conteneur et on injectait la pièce donc à l'état semi-solide. Ça marchait très bien, bonne propriété mécanique. Le souci, c'est qu'il y a un surcoût. L'alliage avait 20 ou 30% d'écart de prix par rapport à de l'ASLG traditionnel. Et puis surtout, le fondeur ne pouvait pas recycler ses jets de coulée, tous les rebuts dans son cycle, parce que s'ils refont, on perd l'état globulaire et on passe à l'état dendritique. Donc il y avait des pertes liées au métal assez conséquentes. Par contre, il y a eu une expérience importante de Tixo coulée en France ou ailleurs. Donc le procédé Tixo coulée a eu des problèmes à cause des surcoûts. Donc il a été remplacé assez récemment par la Réo coulée. Donc la Tixo coulée, voilà le cycle. Le fournisseur passe à l'état de semi-solide. Voilà, le fournisseur passait de là à là en structure globulaire et le fondeur réchauffé. Donc on avait un cycle compliqué. Là en Réo coulée, on part d'aluminium liquide traditionnel, le LSLG, et c'est le fondeur lui-même qui va faire lui-même sa structure globulaire à l'état pâteux et qui va injecter le métal. Et donc ça veut dire qu'il peut recycler les jets de coulée, les rebuts dans son cycle. Et donc le coût matière est beaucoup plus faible qu'en Tixo coulée pour des propriétés assez proches, on va dire. Slide suivant. Donc il y a eu beaucoup de recherches. Alors c'est écrit petit, et encore j'ai pas tout mis. Il y a beaucoup de recherches sur les différentes technos de Réo casting. Donc une R&D très importante. Au niveau mondial, il y a du chinois, du thaïlandais, du coréen, du suédois, de l'Afrique du Sud, de l'européen.
avec différentes technos qui ont été développées, différents principes. Il y a des trucs, on y croit bien, il y a des trucs plus exotiques. Il y a des systèmes, par exemple, où on laisse le métal figé le long d'un plan incliné, on se dit bah, il va être isotrope à la fin. Ça marche au niveau labo, au niveau industriel, on le sent beaucoup moins. Et comme c'est facile à faire, il y a un certain nombre d'universités qui travaillent sur le sujet. Ça, c'est un exemple où on a une machine à couler sous pression, et puis on a une espèce de vis qui va mélanger à l'état pâteux le métal, le verser dans un conteneur. Je l'ai mis pour le fun, parce que j'y crois pas beaucoup. D'ailleurs, il y a peu de gens qui travaillent sur ce système-là. C'est pas développé industriellement, et il n'y a pas une maturité technique qui est importante. Mais pour dire quand même que ça phosphore pas mal autour des roues au casting, parce qu'on sent qu'il y a des gains importants, qu'il y a un potentiel de la techno pour aller plus loin que la fonderie sous pression et pour concurrencer le moulage gravité. J'en arrive au développement un peu plus commercial, donc à des solutions qui sont arrivées sur le marché, donc beaucoup plus matures. En provenance du Japon, il y a le New Reo Casting. Donc c'est UB, un fournisseur bien connu qui a produit ce système-là. Donc sur un carrousel où il y a différentes étapes, où on passe d'un alliage liquide à un alliage semi-solide. On va verser dans le conteneur. Je ne vais pas détailler le principe. Par contre, le fournisseur UB, pour vendre son système, oblige à acheter des machines UB. Donc ça veut dire que c'est un peu verrouillé. Vous n'avez pas une machine UB, vous ne pouvez pas acheter son système. Ce qui pose problème parce que des machines UB, il n'y en a quasiment pas en Europe. Donc les fondeurs ont du mal à... Même s'ils étaient intéressés, ils hésiteraient beaucoup. Il y a Hydran, italien, qui est fournisseur de machines également, qui a breveté un système. Il y a des Suédois aussi qui ont un système. Et puis il y a le système aussi SID, qui est à notre avis le plus avancé. Donc c'est des brevets Alcan qui ont été commercialisés pour la partie périphérique qui permet de faire la matière isotrope ou globulaire à côté de la machine. Donc c'est la société Stas. Donc, alors par rapport à UB par exemple, ça marche sur n'importe quelle machine à couler sous pression. Donc, ça veut dire que vous pouvez rétrofiter ou équiper votre machine à couler sous pression avec ce type de système qui permet de faire de la matière globulaire et d'injecter en phase semi-solide. Et il y a un gros recul d'Alcan sur la techno. Slide suivant. Et puis il y a des technos qui ne sont pas commercialisés. C'est le cas de Hitachi, qui fait des pièces, liaison au sol, avec ce process-là, une grande série automobile. Alors ça c'est un schéma, je ne suis pas sûr que le système industriel soit complètement identique à ça. Donc un piston, on pompe de la matière, donc c'est de l'injection verticale. Donc là ils ont développé leur propre techno d'injection semi-solide qui n'est pas commercialisée. Donc ça veut dire qu'il y a des systèmes commercialisés et d'autres propriétaires dans les entreprises, en particulier au Japon, mais sans doute ailleurs, en Grande-Bretagne aussi, il y a des choses qui se font sans être commercialisées. Donc des développements qui continuent. J'en arrive à la fin de mon exposé par un comparatif des différents process. Donc c'est des essais qu'on a fait au CTIF sur un moule d'essai. Donc c'est une pièce qui fait 350 donc en aluminium, 350 de long, elle doit faire 100 et quelques de large. Donc là on voit la pastille de coulée, le système d'alimentation. La particularité de la pièce, c'est d'avoir des zones fines, ici, qui font 3,5 mm d'épaisseur. Et entre les zones fines, on a des bossages. Donc dans les zones fines, on peut avoir des porosités de type soufflure, de l'air entraîné. Dans les bossages, on a des bossages, ici, et des barrettes à intervalles réguliers. Dans les bossages, on a mis des capteurs de pression pour regarder comment la pression a été transmise. Et donc les zones plus massives vont créer des défauts de type rotassure liés à la solidification. Donc on a commencé par de la fonderie sous pression, pièce de 3 mm et demi, assez classique, de la S9U3. Je passe sur les conditions de temps de remplissage, de pression aussi quand même 1000 bars. Ce qui est important de regarder, c'est le taux de porosité. Dans les zones minces, on a 0,16%, donc plutôt de l'air. Et là, dans les zones massives, on a un mélange de rotassure et de soufflure, donc
plutôt du défaut de solidification, mais aussi des entraînements d'air. Donc on n'est clairement pas trop mauvais ici, on est plutôt pas très bon là. C'est pas homogène dans la pièce, hein. Plus on est proche des attaques, meilleure est la santé interne. Quand on s'éloigne des attaques, hein, dans ces zones-là, on a beaucoup de défauts, souffure, mais également rotassure, on n'arrive plus à transmettre la pression par rapport à l'attaque de boulet. La pièce est faite exprès aussi pour qu'on ait des soucis. Après, on a mis du sous-vide, donc on enlève l'air du moule, hein. Au lieu d'avoir un bar dans le moule avant l'injection, on a 100 millibars, donc 10 fois moins d'air, en gros. La pièce est un tout petit peu plus fine. Oui, on avait une partie fixe qui pouvait se bouger pour modifier la géométrie. On a gagné ici dans les zones minces, parce qu'on a enlevé l'air, donc on a un peu moins d'air. On n'est pas à zéro quand même. Par contre, dans les zones massives, on n'a quasiment rien gagné, parce que ce n'est pas de l'air qu'on a dans les zones massives, majoritairement, c'est les défauts de type rotassure qui sont créés à la solidification. Après, donc, là, c'était du procédé, on va dire, assez traditionnel, même si on a rajouté un artifice. On passe au Swiss casting indirect. Par contre, là, on est obligé d'épaissir la pièce pour pouvoir sortir la pièce. Donc, on est obligé de faire du 10 mm. Les pressions appliquées sont beaucoup plus importantes, 1500 bars. Le temps de remplissage aussi est plus long. On peut remplir beaucoup plus lentement. Je crois qu'on avait été au-delà d'une seconde également. Ce qu'on peut voir dans les zones minces, on est un peu moins bon, évidemment. Les zones sont un peu plus épaisses. Donc, on commence à avoir des micro-rotassures. Mais surtout, dans les zones qui étaient très très épaisses, là, on est déjà bien meilleur. Là, on était à 2% de porosité. Là, on a divisé par 10 la porosité, alors qu'on a quand même épaissi la zone, parce que là, on a toujours le bossage. Le bossage ici n'a pas changé. C'est la partie lame en dessous qui a augmenté. On est passé de 3,5 à 10 mm, donc encore plus de massivité. Et pourtant, on est meilleur, lié au fait qu'on a un remplissage assez calme et surtout une pression de multiplication bien plus importante. Par contre, revers de la médaille, j'ai dit, c'est qu'il faut scier les attaques de boulet qui vont être épaisses. On va avoir des attaques de 10 mm pour cette pièce-là. Puis on passe au dernier process, hein, la tixo-coulée. Donc c'est des essais qu'on avait fait chez un fondeur, Florence et Payant en région de Lyon, qui avait une machine équipée en tixo-coulée, qui faisait de la production. Là, on épaissit un petit peu la pièce pour pouvoir la sortir bonne. On est en ASLG aussi, hein, qui permet de faire du traitement thermique. Les temps de remplissage et les pressions sont différentes. On est toujours du même ordre que la fonderie sous pression dans les zones minces. Par contre, on optimise encore plus ici la qualité des pièces dans les zones massives. Et puis surtout, on a une qualité de pièce qui est quasiment homogène dans toute la pièce. On est pratiquement identique au niveau santé pièce, proche des attaques de poulet, et puis les zones éloignées des attaques de poulet, ce qui n'était pas du tout le cas en fonderie sous pression où la qualité pièce va chuter. Donc voilà, donc petit contraste avec les process où on met beaucoup de pression, ou lorsqu'on injecte en phase semi-solide, on optimise la santé pièce et on permet de faire du traitement thermique ou de faire de la soudure de pièces si nécessaire. Et puis dernier slide, donc qui provient de Stampal, qui est un fondeur en Italie, qui a fait du comparatif. Donc Stampal faisait quasiment tous les process, donc avait le bon recul industriel pour chiffrer, pour comparer sur une même type de pièce ces différents process au niveau économique. Donc c'est un support moteur en ASLG, grande série automobile. Le process le moins cher, évidemment, c'est de la fonderie sous pression. Le plus cher, c'était la tixo-coulée, lié essentiellement au surcoût métal. La gravité, le Swiss casting aussi était bien placé, mais un peu moins cher que la tixo-coulée. La gravité était plus chère que la sous-pression, mais moins cher que la tixo. Le chiffrage en réo a permis de revenir sensiblement au même coût que le moulage gravité, avec un petit écart de prix un petit peu à la baisse. Donc ça veut dire qu'on voit l'écart par rapport à la tixo en passant en réo, avec un niveau de santé interne par rapport à la sous-pression, on l'a dit, qui est bien dopé en termes de caractéristiques mécaniques et puis de potentialité de traitement thermique, de soudure de pièces, mais également de tension. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie.